Bonjour, je viens de réaliser que je veux quand même avoir un certain décorum dans mon décor. Je vais laisser ça ouvert ici. Alors bonjour, bienvenue dans ma salle à dîner où je vais vous présenter. Je vais prendre mes petites notes ici. Alors on va parler du module 1 en général, surtout de l'éthique parce que c'est le premier focus du cours. C'est pour ça que j'ai mis Shout at the Devil de Motley Crue parce que c'est un band qui est contraire à l'éthique. C'est une chanson qui est le paquet de questions sur l'éthique. Puis qui ont eu, d'ailleurs, ils ont eu des problèmes quand ils l'ont sorti dans les années 80. Alors voilà, bon. Avant, je vais commencer avec l'idée générale du cours, puis comment aborder le cours, puis comment aborder le module 1. Puis je trouve que mon cadrage n'est pas bon. Attendez un petit instant. Là, je vais vous brasser un petit peu. Là, hein? Prenez votre gravole, là, ça ne se fera pas long. Voilà. Hein? Bon, ça a été plus rapide. La gravole n'a peut-être pas eu le temps de faire effet. Bon, excusez-moi. Ouais, comment aborder ce cours-là? Bon, je viens de lire une coupe de bio, fait que, tu sais, je vois vos appréhensions un petit peu, là, puis bon, c'est de quoi c'est des affaires qui reviennent souvent. Qu'est-ce qui va être pertinent dans ce cours-là, tu sais, puis tout ça. Puis, comment je pourrais vous dire, tu sais, c'est que moi je suis un civil, tu sais, fait que je pourrais pas vous apprendre grand-chose sur c'est quoi être un leader militaire. Tu sais, je connais le contenu théorique puis tout ça, j'ai une expérience avec les militaires, tu sais, qui fait que je suis plus conscient de ce qui se passe dans votre business que Jean-Paul sur le coin de la rue, là. Mais l'essentiel de l'apprentissage va venir de vous autres. Vous avez beaucoup d'expérience, c'est du 15-20 ans d'expérience dans les forces, vous êtes rendu M1 adjudant, là, tu sais. Vous allez le devenir, là. Il y en a qui le sont déjà, mais qui vont le devenir. Fait que, tu sais, à un moment donné, vous en savez vraiment beaucoup. Le truc, c'est que vous êtes profondément immergé dans votre réalité, dans votre profession. Dans ce que c'est être un membre de la profession des armes, de ce que c'est être un leader, puis tout ça dans la profession des armes. Puis c'est ça justement qu'on va essayer, on va essayer de se désengager de cette immersion-là pour la regarder comme si on volait au-dessus, puis essayer de mieux la comprendre, d'en prendre conscience, puis de voir c'est quoi qu'est-ce que ça veut dire être membre des professions des armes? Qu'est-ce que ça veut dire être un leader dans la profession des armes? Qu'est-ce que ça veut dire opérer dans le contexte international actuel? T'sais, parce que vous avez des connaissances intuitives, puis même aussi des formations. Il y en a qui ont été déployées. Avant que vous soyez déployés, vous avez des formations. En plus, quand vous êtes là-bas, ben, vous vivez l'expérience du déploiement, vous apprenez, vous vous immergez de ça. On va essayer de se détacher de ça aussi. Dans ça, c'est plus le module 3. Puis ce détachement-là, ben, il nous permet justement de prendre conscience de ce que ça veut dire, de ce qui se passe, de ce qui est. C'est sûr qu'en se détachant, on perd l'ancrage qu'on avait au départ, mais on n'a pas de besoin parce qu'on est dans un apprentissage qui est plus théorique. Fait que c'est pas grave. T'sais, si vous étiez en train d'être en déploiement, tu sais, puis opérer, puis en patrouille, en train de vous poser la question, qu'est-ce que c'est être déployé, tu sais? C'est peut-être pas la bonne idée pour vous autres, étant donné que vous êtes en danger. Tu sais, puis ce serait peut-être pas super efficace. C'est comme le dentiste, là, tu sais, je préfère qu'il se pose pas la question. Je te parle de dentiste parce que je suis allé ce matin, c'est pour ça que je fais mon vidéo après-midi. Je vais faire comme ça. Ou mordre la langue, en tout cas, etc. Mais tu sais, le dentiste, quand il fait ton plombage, je préfère qu'il suive son immersion plutôt qu'il dise qu'est-ce que je suis en train de faire, André, puis qu'il se mette à poser des questions, ça serait dangereux. Mais là, on a le privilège, grâce à ce cours-là, qui est en plus à distance, qui nous laisse du temps pour réfléchir, de tout mettre ça sur pause, de prendre un pas de recul, puis de prendre une distance, de regarder ça un peu, là, comme ça, sous un microscope. Le goût du café qui revient après l'anesthésie. Puis, tu sais, aussi, c'est important de le faire parce que vous êtes ou vous allez devenir des M1 adjudants. Fait que là, cette prise de conscience-là devient importante parce que c'est plus juste votre propre immersion dans ce que ça veut dire être un membre de la profession des armes qui est pertinent. Vous avez des gens qui vous regardent comme tellement important. Puis vous êtes tellement important, vous êtes un relais tellement important dans la chaîne de commandement
puis vous êtes un phare sur le fleuve Saint-Laurent pour les navires qui naviguent. Si je peux être poète, mais c'est un rôle qui est très important en tant que leader, tu sais, fait que cette prise de conscience-là prend de l'importance. Fait que, mais ça, vous le savez déjà, tu sais, puis vous êtes déjà là-dedans pour plusieurs. Il y en a que ça fait déjà 3 ans qui sont dans le grade que j'ai lu tantôt. Fait que, tu sais, vous avez déjà une forte connaissance intuitive de cette importance-là, tu sais, fait qu'on on va essayer de la faire ressortir, tu sais, puis la voir, puis, tu sais, puis comme on partage en ligne en plus, puis vous allez venir en résidence, mais celui que ça fait 3 ans qui est dans le grade, ben, tu sais, il y en a qui sont encore, qui sont M2 ou sergent, ben, il y a du monde qui vous pouvez vous entraider entre vous autres. C'est ça qui est cool, c'est pour ça que les forums sont cool. Puis qu'après ça, la phase résidentielle va l'être aussi. Vous n'allez pas échanger directement. Là, je ne sais pas comment que la phase résidentielle va se passer pour vous. Je sais que les prochaines sont à distance, mais on va utiliser Zoom le mieux possible avec les chambres et tout ça pour essayer de refaire les syndicats. On essaie de vous faire la meilleure job possible tout le temps. Puis aussi, cette prise de conscience-là, cette réflexion-là, qui est peut-être en apparence un peu plus théorique, mais moi j'essaie de garder ça le plus pratique possible, mais c'est des outils de développement pour votre pensée critique, votre pensée analytique, votre pensée créatrice, qui sont des outils très importants en tant que leader dans les forces canadiennes. Bon, le module 1, maintenant, à proprement parler, avant de parler du module 1, je vais tourner ma feuille, c'est qui ça? Moi, je me suis fait une petite feuille pour savoir de quoi je voulais vous parler, parce que je me suis dit, je ne veux pas oublier des trucs, mais grand insignifiant que je suis, j'ai tout ça dans le désordre. Fait que là, c'est pas ordonné mon truc. Je veux juste parler vite de lecture d'écriture, ok? C'est de quoi qui peut peut-être faire peur. Ce cours-là, il se fait beaucoup par de la lecture. Moi, je fais quelques vidéos, mais il y a beaucoup de lecture, il y a beaucoup d'écriture. C'est pas des affaires, puis c'est pas des tâches qui sont en soi faciles, puis c'est pas des tâches avec lesquelles vous êtes familier des fois. Là, faites-vous-en pas, on va prendre ça étape par étape, puis on va construire. Moi, je ne vais jamais vous tomber dessus. Vous allez faire des erreurs, des affaires, vous allez faire de moins bien. Moi, je vais essayer de vous dire, OK, ça, tu l'as fait, c'est très bon. Ça, maintenant, il faudrait que tu travailles un petit peu plus là-dessus, puis essayer de vous orienter de façon constructive pour améliorer vos capacités d'écriture. Vos habiletés d'écriture, excusez-moi, pas vos capacités. Puis, pour ce qui est de la lecture, j'ai des vidéos déjà qui vont vous aider. Aussi, quelques petits conseils de lecture, puis même c'est valable aussi pour l'écriture. Je vais les séparer. Attendez un instant. La lecture, essayez de faire ça dans un contexte qui est favorable. Soyez tranquille, éteignez la télé, éteignez la musique si ça vous va. Essayez de rester actif pendant la lecture. Ce qui va arriver souvent qui rend la lecture difficile, c'est qu'on se met à lire, puis qu'on continue à lire sans lire. C'est qu'on parcourt les mots, mais il n'y a plus rien qui se passe. Là. On fait juste lire c'est comme le chien dans le chien des Simpsons, quand il se fait parler, il entend juste du blabla. On finit par faire ça. Des choses qui peuvent être faites pour éviter ça. Donnez-vous des périodes de lecture. Okay? Un texte, là, s'il fait 10 pages, vous n'êtes pas obligé de le lire one shot. Vous pouvez vous dire, ben là, je vais lire une demi-heure, je vais prendre 10-15 minutes de pause, je vais revenir une demi-heure. Ça prend plus de temps, mais si vous lisez 2 heures de suite puis que vous n'avez rien retenu, puis qu'il faut que vous reveniez une autre 2 heures après, ça va vous en avoir pris 4. C'est que cette méthode-là, vous le faites en 2 heures, vous en avez pris juste 2. Hein? Fait au final, c'est mieux de le faire comme ça. Premier conseil. Deuxième conseil, c'est de rester actif pendant la lecture. Là, il y a différentes façons de le faire. Il y en a qui soulignent dans le texte, il y en a qui prennent des notes à côté sur une feuille, il y en a qui écrivent des mots dans le texte. Ça vous permet de rester actif en lisant. Aussi, les textes qu'on vous donne sont des introductions détaillées qui vont vous dire ce dont il va être question. Ben, ça vous permet de cibler des trucs. Aussi, vous, quand vous lisez vos textes, vous les lisez en vue d'un travail. Ben, ça vous permet de faire une pré-réflexion. OK, moi, dans ce texte-là, par exemple, le texte sur l'éthique, je ne le présenterai pas tout de suite, le travail sur l'éthique, mais vite. OK, moi, il faut que je parle d'une situation éthique, puis que je dise pourquoi qu'elle l'a été ou pourquoi qu'elle ne l'a pas été, puis que je défende mon point de vue en fonction des principes, des valeurs. Ah, OK, bon, ben, OK, principes, valeurs. Je regarde mes principes, mes valeurs, j'ai une note. Qu'est-ce qui fait que c'est bon? Qu'est-ce qui fait que c'est pas bon? Vous ciblez votre lecture. Parce que dans un texte, surtout quand c'est en vue de d'écrire un texte, ben c'est pas tout dans le texte qui est pertinent. Il y a des choses qui le sont, des choses qui le sont pas. Ciblez votre lecture, ça va vous aider. Restez actif, ciblez votre lecture. Préparez-vous avant. N'hésitez pas, après avoir terminé une section, mettons que si vous dites, je lis 20 minutes, 30 minutes, ben, après 25 minutes, vous pouvez très bien
comment dire, OK, qu'est-ce que je viens de lire dans les 25 dernières minutes? Moi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Ben, on prend des notes. En restant actif comme ça, on prend des petits trucs. Alors, voici quelques trucs que je vous donne. L'écriture, il ne faut pas hésiter à faire un plan avant. Il ne faut pas hésiter à griffonner ses idées avant, à utiliser nos instructions qui vous donnent, vous pouvez aller voir dans les instructions de travaux, on vous donne le détail des sections qu'on voulait vous faire, mais ça, vous pouvez l'utiliser puis le remplir un peu avant. OK, dans la première partie du développement, le fatigant, ça c'est moi, il veut que je parle de telle affaire. OK, moi, mes idées par rapport à ça, c'est ça. Puis là, vous pouvez mettre de l'ordre dedans avant de commencer à écrire. Fait un coup que vous vous mettez à construire des mosus de phrases, puis de mettre les phrases dans un ordre cohérent, il y a déjà du travail qui est fait. Fait que vous n'êtes pas en train de tout faire. Organisez-vous. C'est comme l'ébéniste, là, tu sais, il ne se garoche pas en train de bon, ben j'ai mes planches, je vais les planir, puis go, je coupe, là, tu sais. Ben non, il se fait un croquis avant, puis il découpe ses planches. OK, ben là, je vais découper mes planches dans le bout de telle façon. Je vais procéder avec telle séquence, puis je vais les assembler après. Voilà, des petits trucs pour la lecture et l'écriture. Si vous en voulez davantage, ça ne me dérange pas de faire des vidéos là-dessus. Je vais aussi vous envoyer, je le ferai peut-être, je vais vous envoyer d'ici la semaine prochaine un guide de rédaction. Je vais vous laisser un peu, parce que je ne veux pas trop vous garrocher d'informations, mais j'ai un petit guide sur comment écrire un texte cohérent, puis que l'argument fonctionne, puis que votre message passe de l'autre bord, puis que c'est efficace, puis que c'est logique, puis que c'est cohérent. OK, je vais vous envoyer ça. Maintenant, le module 1, bon, on parle d'idéologie professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire être un membre de la profession des armes? Alors, on parle d'éthique, on parle d'éthos, on parle des coutumes et traditions. On est très dans l'idéologie professionnelle. Qu'est-ce qui fait qu'on regarde quelqu'un? Hein? Puis qu'on dit, bon, enfin, mieux ça. Qu'on regarde deux personnes, on dit, toi, tu es un membre de la profession des armes, puis pas toi. Parce que on pourrait dire qu'être membre de la profession des armes, c'est quoi l'armée? C'est être capable de faire, d'appliquer la force de manière organisée et efficace. Mais ben de monde sont capables de faire ça. Là. Des gens qui font des grandeurs nature, là, de Donjons et Dragons, sont capables d'appliquer une force de manière efficace. Ils ne sont pas membres de la profession des armes. Des mercenaires, c'est pas membre d'une profession des armes, ça fait juste vendre ses connaissances techniques. Alors, il y a des choses qui distinctement font en sorte qu'on vous regarde et on dit « Toi, tu es un membre de la profession des armes. » C'est ça qu'on discute dans le module 1. Si on schématise, on simplifie, il y a... Ça, c'est fort, hein, la culturation. Voyez-vous comment on est immergé dans un monde. Je suis tout seul dans ma cuisine. Je vous parle à distance, mais je suis tous dans mon coude quand même. Voyez-vous comment, hein? Je ne peux pas dire que je ne suis pas diligent. OK, il y a le succès d'une opération militaire ou de la profession en soi est lié à deux impératifs. L'impératif fonctionnel et l'impératif sociétal. Fonctionnellement parlant, ce qu'on dit, ben vous avez réussi à faire votre mission. L'opération est un succès. Peu importe c'est quoi la nature, que ce soit maintenir la paix dans un pays, que ce soit sécuriser un secteur de la région de Kandahar pour qu'on puisse y construire une école, un puits, que ce soit construire des digues de sable quand il y a une inondation, que ce soit aller soigner des gens dans un CHSLD parce qu'on n'est plus capable de le faire au Québec. Accomplir sa mission. Il y a un objectif, on le remplit. Le sociétal, l'impératif sociétal, c'est comment ça a été fait. Est-ce que ça a été fait conformément à des normes sociales canadiennes acceptables? C'est-à-dire, et là l'exemple vraiment probant là-dessus, c'est l'exemple de la Somalie. Alors, le scandale somalien, au niveau de l'impératif fonctionnel, les objectifs ont tous été atteints. La mission était un succès. Cependant, au niveau des... excusez-moi. Distraction. Je coupe les distractions parce que sinon je ne suis pas capable de me concentrer. Vous voyez, j'ai même de la misère à revenir. Au niveau de au niveau fonctionnel, c'est un succès, mais au niveau sociétal, au niveau des normes morales, ça n'a pas marché et on a évalué l'ensemble de la mission comme un échec. Alors, être membre de la profession des armes, puis c'est réussir à
parce que la profession des armes, c'est le dernier rempart d'une société. Quand on vous appelle, c'est parce qu'après ça, il n'y a plus personne qu'on peut appeler. Quand on a demandé aux forces canadiennes d'aller dans les CHSLD au Québec, il n'y avait plus personne qui pouvait la faire. La job, on n'y arrivait plus. Si les forces armées n'étaient pas capables de le faire, puis ils n'y arrivaient pas, ben, à ce moment-là, il n'y avait plus rien. C'était le dernier rempart. Fait que le succès est très important pour les forces canadiennes. Pour définir ce qu'est l'idéologie professionnelle, être membre des forces canadiennes, être membre de la profession des armes. C'est quoi la profession des armes? Et donc être membre d'eux. Et puis, mais ce succès-là, il n'est pas juste mesuré par j'ai accompli ma mission, il y a le comment aussi. Et là, la lecture sur l'éthique, c'est ça qu'elle aborde, ce comment-là, beaucoup. Alors, elle va aborder comment que les choses doivent être faites pour que l'action soit moralement cautionnable, puis la façon de le faire montre le succès, se conforme à l'impératif sociétal. Parce que, bon, si je retourne à la notion de violence qui n'épuise pas ce qu'est être un membre de la profession des armes, ce qu'est la profession des armes, parce que je viens de le voir, aller aider des gens dans un CHSLD n'a rien à voir avec la violence. Mais aider à construire une digue de sang n'a rien à voir avec la violence. Donc, la violence ne définit pas très bien la profession des armes. Mais on peut s'en servir parce que c'est un cas limite. Vous allez jusque-là dans vos compétences, puis c'est beaucoup de vos compétences aussi. C'est historiquement essentiel. C'est de là que vous venez, mais c'est juste qu'avec le temps, les choses se sont élargies avec les notions d'aide au pouvoir civil, puis tout ça. Alors, on voit que l'histoire militaire, c'est intéressant, puis qu'on a une ouverture à les coutumes et les traditions qui font que la profession évolue pas en vase clos, mais c'est ancré dans une société, ses besoins, sa réalité, sa propre culture, ses propres coutumes, ses propres traditions, mêlées avec celles de la profession des armes, on va explorer lors du deuxième travail, qui est une discussion en ligne. Donc, mais si on prend le cas de la violence, moi, j'ai pas le droit d'utiliser de la violence. Le seul cas où j'ai le droit d'utiliser de la violence, il va falloir que je prouve que c'est ce que j'ai fait, c'est s'il faut que je me défende absolument. Là, on vous donne droit à votre profession, on vous donne le droit. Puis même ça peut être votre devoir votre responsabilité d'employer la violence. Mais vous n'allez pas me faire ça n'importe comment. Votre violence à vous, elle est légitime parce que vous la faites d'une certaine façon. Au final, c'est ça qu'on dit quand on parle de la combinaison entre l'impératif fonctionnel et l'impératif sociétal. Et c'est parce qu'elle est professionnelle qu'elle est légitime, puis elle l'est parce qu'elle répond à certaines normes. Et là, c'est là qu'on arrive avec l'éthique. Alors, c'est là qu'on arrive avec l'énoncé d'éthique de la défense. Je vais donner quelques clarifications sur l'énoncé d'éthique de la défense. La lecture, elle est longue. Si vous voulez la lire au complet, lisez-la au complet. Elle est intéressante au complet, c'est pertinent au complet. Mais vous pouvez juste vous concentrer sur la section qu'est-ce que c'est l'éthique militaire puis l'éthique militaire canadien en vous concentrant sur les principes et les valeurs qui vous sont expliqués. Parce que c'est ça le nerf de cette leçon-là, de cette lecture-là, le nœud même. Parce que tout ce qui est le background, je vous en ai parlé déjà un peu, mais bon. Puis pour le travail, c'est surtout cette partie-là que vous allez devoir intégrer, puis appliquer, puis comprendre. Maintenant, si je vais avec l'énoncé d'éthique de la défense. Alors, au Canada, on a choisi d'y aller avec une éthique basée sur les principes et les valeurs. Et non pas des règles. OK? La raison est simple. Quand on fait une éthique basée sur les règles, une règle ne peut pas couvrir tous les cas. Il pourrait arriver quelque chose qui, c'est pas couvert par une règle, fait que je fais ce que je veux. On voulait éviter ça, alors on a fait des principes et des valeurs, c'est-à-dire que l'action doit refléter les principes et les valeurs. Donc, il n'y a pas de cas qui peuvent tomber dans un no man's land comme pour une règle. Tout est couvert. Parce que toute action doit refléter les principes et les valeurs. Fait tout simplement. Fait que peu importe la situation, agis pour que, en fonction que ça reflète principes et valeurs. Précision importante, les principes sont hiérarchisés, les valeurs ne le sont pas. Donc, il y a 3 principes: respecter la dignité de tous, servir le Canada à soi-même, puis obéir à l'autorité légale. Ils sont hiérarchisés. Le premier a préséance sur le deuxième, le deuxième a préséance sur le troisième. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, pratiquement? Si le premier principe rentre en ligne de compte, il y a une question de dignité là, qui est là.
le reste, c'est ça qui. Puis si les deux autres principes le contredisent, l'action que vous devriez. Je vais être plus clair. Si une action que vous devez faire par rapport au premier principe n'est pas la même qu'une action que vous devriez faire en fonction du deuxième principe, vous devez suivre le premier. Parce qu'il y a préséance sur le deuxième et le deuxième sur le troisième. C'est ce qu'on veut dire quand c'est hiérarchisé. Là, j'ai l'impression d'avoir été vraiment confusionnant. Là. Fait que je vais me reprendre, OK? Oubliez les 30 dernières secondes. Là. Ben, en tout cas, si c'était clair, oubliez-les pas, mais au pire, je vais confirmer ce que vous auriez compris. Si vous devez faire X en fonction du premier principe, puis vous devez faire Y, qui est complètement contraire à X en fonction du deuxième principe, ben c'est X qu'il faut que vous fassiez. Parce que le premier principe est plus important que le deuxième, et le deuxième plus que le troisième. Ce n'est pas le cas pour les valeurs. Les valeurs sont égales. Alors, s'il y a des valeurs contradictoires, ben là, il faut faire preuve de jugement ou se rabattre sur les principes pour déterminer qu'est-ce qu'il faut faire. Tout simplement pour résoudre un dilemme, si dilemme il y a. Autre clarification, puis c'est pas mal, ça va être vraiment la dernière affaire, je vais vous dire là-dessus. Parce qu'en général, par expérience, les étudiants, vous comprenez super bien les principes, les valeurs et êtes vraiment bien en mesure de l'appliquer à une situation. Là, la seule Moses de valeur, des fois, qui vous glisse entre les mains, c'est la loyauté. Quand on parle d'éthique militaire, la loyauté a trait à la loyauté à l'institution, au gouvernement, à la population canadienne. OK? C'est pas la camaraderie. La camaraderie, ça a rapport à l'éthos. Il y a une loyauté qui est cette camaraderie-là, mais c'est pas ce qu'on entend quand on parle d'éthique militaire. Quand on parle de loyauté dans le contexte de l'éthique militaire, on parle de la loyauté à l'institution, au pays puis à la population. Voilà. Là, je pense que j'ai couvert ce que je voulais vous dire. Ah oui! Dernière affaire, ça va faire une super belle conclusion. Dans la leçon sur l'éthos, vous fait suivre le film The Last Castle avec Robert Redford. Puis le gars qui jouait dans les Sopranos, c'est lui qui joue le méchant là-dedans. En passant, le Colonel Winter, c'est le parrain dans les Sopranos. Il se loue sur YouTube. Si vous le voulez, je pense que c'est 5$, puis ça peut être juste 4$ si vous ne le voulez pas en HD. Là. Si jamais vous ne l'avez pas chez vous, c'est pas si dur que ça le voir. Il n'est pas sur Netflix, en tout cas. La dernière fois que j'ai regardé, il l'était pas. Cette lecture-là reprend comment l'éthos fait en sorte que tu es un membre de la profession ou pas un membre de la profession. Puis je trouve que c'est un super bon film à regarder par rapport à... pour comprendre à quel point ce qui fait la différence entre c'est quoi être un membre versus ne pas être un membre, c'est plus complexe que ça, puis ça intègre toutes sortes d'affaires de l'éthos puis de l'éthique. La lecture ne parle pas beaucoup d'éthique parce qu'elle a été designée pour parler de comment l'éthos met tout ça ensemble. Mais je pense que vous pouvez faire la lecture puis ramener des trucs d'éthique dedans puis réfléchir à l'éthique en faisant ça, soit en faisant la lecture ou en regardant le film. Je trouve que c'est une belle façon de se mettre dans le bain pour réfléchir à c'est quoi en quoi cette éthique-là est pertinente parce qu'elle nous permet de distinguer qui est un membre de la profession par exemple de qui ne l'est pas. Alors voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous a aidé. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je suis toujours là pour vous. Salut!